Salut Victorien, Salut Sébastien, comment ça comment tu va? vas? Très bien, et toi? Eh ben écoute, super. T'es à Arcachon, mais normalement t'es basé à New York, hein. T'es de passage en France là Exactement, pour quelques jours, profiter passage en alors, du beau temps, je France. sais pas, mais si tu as l'air de faire beau là où t'es. Ouais, et puis surtout j'ai pris la semaine, j'étais à Roland là, la semaine de la canicule, du coup j'ai Ah, bien chaud. sympa. Ok, bon. Écoute, on est loin, enfin on est loin de ça, pas vraiment, puisque t'es dans le sport, donc ça va quand même nous ramener à la petite balle jaune et à tous les autres sports que tu traites avec Scoreplay, donc que tu as créé il y a même pas 5 ans, donc en 21, plateforme de gestion média, pensée spécifiquement pour tout ce qui est organisation sportive, donc les clubs, les ligues, les fédés, les compètes, les broadcasters aussi maintenant, tu vas nous expliquer ça et concrètement, voilà, tu centralises tout ce qui est vidéo, photo, contenu live, tu les tags automatiquement avec l'IA et l'idée c'est de faciliter la recherche, la prod, enfin la production, le partage aussi aux athlètes concernés, aux sponsors qui payent très très cher, on le sait, les, aux diffuseurs pour les droits, etc. Et donc tu permets à toutes ces organisations de publier vite et beaucoup plus vite aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Tu as des centaines d'organisations qui sont clientes, des milliers d'athlètes aussi qui, grâce à toi, bah, voilà, vont recevoir leur contenu. Tu as levé il y a 18 mois, donc 13 millions, soit au total un peu plus de 20 millions de dollars. Ta dernière série A, c'était avec 20VC, on en a parlé récemment sur ce podcast. Donc Harry Stebbings, avec aussi le fondateur de Reddit, qui est maintenant investisseur, donc Alexis Ewagnan, avec beaucoup d'athlètes qu'on pourra citer avec plaisir. On va essayer ensemble, si tu le veux bien, voilà, de comprendre comment tu as construit cette boîte SaaS, hein, c'est encore du Ouais. SaaS, dans le sport. Comment tu vends à ces clubs, ces ligues prestigieuses, jusqu'où l'IA aussi peut transformer la production dans le sport, tu vas nous raconter tout ça d'un mot quand même, enfin d'un mot, tu prends le temps que tu veux. Ton parcours, toi, tu faisais quoi, Victorien, avant Scoreplay? C'est quoi ton histoire là? Ouais, bah du coup avec plaisir pour raconter tout ça. Rapidement sur moi j'ai toujours été entrepreneur dans la tech globalement depuis mes études. On a monté une boîte avec mon associé Xavier qui est CTO et qui du coup sur la partie ingénieur plutôt ingénieur. Moi j'ai un background business, donc on a monté une première boîte bootstrappée sur un sujet un peu niche, mais qui était marrant. C'était on faisait un système de vidéo pour des centres de sport, type centre de foot à 5, centre de tennis, etc. Ok. Qu'on a plutôt bien monté. On avait une centaine de caméras à la fin et qu'on a revendu à deux Français qui montent des centres de foot à 5 aux US, qui appartiennent maintenant au groupe de Manchester City, City Football Group et qui voulait posséder la tech. Donc ça a été notre première aventure entrepreneuriale. Et ensuite, on a bougé à Lisbonne. Au départ, pour prendre un peu de vacances et réfléchir un peu à la suite. Et au final, on a monté Scorped là-bas. Moi, je suis resté 3 ans. Et Xav vient de revenir à Paris après 5 ans, parce que c'est plutôt à Paris qu'on a scalé l'équipe tech et produit. Mais ouais, on a tout construit au départ depuis le Portugal. Donc c'est une histoire de remote, c'est une histoire de tech, c'est une histoire de sport dès le départ, quoi. Ouais, bah du coup première boîte, honnêtement, ça commence comme un side project. D'ailleurs, ça en était complètement un parce qu'on faisait d'autres choses en parallèle. On a fait presque 1 an en Afrique sur d'autres sujets avec Zav aussi, sur l'agriculture. Et au final, de fil en aiguille, des contrats qui se passent bien, du revenu qui rentre et puis une boîte rentable. Donc on a continué à développer ça. On avait 22, 23 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu Et puis apprends du sport business, quoi? Bah justement, je pensais avoir compris des choses, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans le sport, il y a vraiment une énorme ligne de démarcation entre tout ce qui est amateur et tout ce qui est professionnel, quoi. Donc moi, j'avais découvert la partie plus amateur sur cette première expérience, qui est un monde où très difficile parce que c'est vraiment la passion, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, C'est des bouts c'est de beaucoup ficelle. de... Effectivement, il n'y a pas de budget, il n'y a rien, quoi. C'est le système des... Exactement. Et du coup, tout le monde finit par faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire travailler avec ces espèces de centres de foot à 5, de tennis, de paddle, parce que c'est un peu l'unique endroit où il y a de l'argent. Aux US, c'était un peu différent, parce que pour le coup, il y a plus d'argent dans le sport amateur, notamment les jeunes, Mhm.
Donc on vendait un peu à ce genre de clients-là, mais c'est très 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 difficile de monétiser et surtout c'est un tout petit marché en fait. Donc on est super content de vendre. Et après, on pensait du coup qu'on venait du sport, qu'on avait fait un peu des médias, etc. Donc on a voulu se lancer sur un gros marché. On s'est dit maintenant allons sur un gros marché. C'était plus le sport pro et le live en général. Honnêtement, c'est tout ce qui est live qui nous intéressait. Mais là, en fait, la grosse différence, c'est que c'est un monde de relations, quoi. C'est tout le monde se connaît, c'est des carrières assez longues avec beaucoup d'entre-soi. Et ça, on l'a un peu découvert à nos dépens quoi, au début. Du coup, finalement, cette première expérience n'a pas été si utile pour la suite, quoi. Comment vous lancez Scorpé? Alors ça va se faire comment? Sachant que tu gardes ton binôme avec Xavier, ton Ouais. cofondeur CTO, et toi CIO côté business. Bah, au départ, pour le coup, ce qu'on a beaucoup réutilisé de cette première expérience, c'est de faire quelque chose qui est très collé au terrain et au produit, quoi. Mhm. Et donc, comment ça s'est géré? Donc, c'était début de Covid. On savait qu'on avait, au départ, on avait vraiment l'idée de se dire, il y a énormément de contenu qui est produit dans le live. C'était le début aussi de l'IA générative, etc. Et on s'est dit, on va essayer de se focuser sur ce qui va pas être remplacé par l'IA générative, qui est le live, parce que par définition, tu peux pas générer générer du live. Donc ça, c'était un peu l'angle. Et on se disait, il y a tellement de contenu qui est généré que ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de faire de l'IA pour soit accélérer le tagging et la distribution de ce type de contenu, soit enfin taguer les archives. Et donc on a commencé à pitcher cette idée-là. Au début, personne nous répondait, encore une fois, pour un problème basique de, on n'avait pas de réseau dans cette industrie. Il y a une personne qui a répondu, c'était une connaissance d'école qui était à Toulouse, le club Au de foot. TFC ou Ouais, TFC. Ok, ça marche. Et en fait, il avait été recruté par Redbird, le fonds d'investissement américain, qui venait de racheter le club. Et du coup, bon, il m'avait dit, bah écoute, viens au club. Je me souviens, c'était une assez grosse galère d'ailleurs de travailler, de voyager avec le Covid. Puis tu peux faire tes petites études et puis voir s'il y a quelque chose à faire, quoi. Et à partir de là, bah eux, ils nous ont dit en fait, c'est super votre idée d'IA, mais aujourd'hui le problème c'est qu'on n'a même pas d'endroit où on a ce contenu qui est centralisé, quoi. Les vidéos, c'est sur un serveur en dessous du stade. Les photos, c'est sur un Dropbox. Donc, je sais pas trop, on va connecter votre truc, quoi. Et du coup, bah, à ce moment-là, on s'est dit qu'en fait, le vrai problème qu'il y avait, et ce qui est marrant, c'est que 5 ans après, c'est encore beaucoup plus un problème, parce que l'IA est en train de prendre une place prépondérante sur la production de contenu, etc. Mais c'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure vraiment, en fait, tout, tout comme t'as besoin d'un CRM pour pour storer ta data client, bah, sur toute la partie contenu, tu as besoin d'avoir alors ce qu'on appelle des outils de content management. Et en fait, sur le live, c'est assez compliqué parce que les outils traditionnels fonctionnent pas vraiment bien parce que c'est des contenus qui sont plus lourds, il y a tout un enjeu d'instantanéité. Et donc, ils se retrouvaient à faire ça vachement à la main. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, plutôt que créer notre IA, utilisons ce qui est dispo sur étagère et essayons d'orchestrer plutôt ce qui existe et de les mettre à disposition de ce genre de clients. Et du coup, au début, beaucoup de clubs. Ensuite, on a eu naturellement bah, les effets réseau qui étaient négatifs au départ parce qu'on n'avait pas le réseau sont devenus positifs parce que tout le monde se parle. Aujourd'hui, on a tous les clubs de Ligue 1 sauf un ou deux, je crois. Ensuite, bah, t'as accès à la ligue, naturellement. À la ligue, c'est plus des sujets de broadcast, là, c'est encore plus compliqué parce que la partie broadcast, c'est beaucoup de hardware. C'est comment tu récupères des flux caméra, c'est tous ces sujets-là. Puis après, bah, t'en viens aux chaînes télé, aux boîtes de prod. Puis comme tu disais, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce beau monde est vachement interconnecté en fait, parce que c'est un monde dans lequel tu vas produire une partie de tes contenus, mais tu vas aussi beaucoup utiliser le contenu pour lequel tu as les droits. Et du coup, c'est ça qui crée la beauté du modèle, c'est qu'en fait, on n'est pas juste en train de faire une infrastructure pour un client, on le fait pour tout un monde, tout un écosystème. Et cette Et première puis du version de coup, Scoreplay, elle ressemble déjà à ce que vous faites aujourd'hui ou non? C'était quand même beaucoup plus bah, basique, la quoi. base était là, dans le sens. Enfin, au début, on l'a fait que pour la photo, donc on Ok. était très loin d'un point de vue technique, quoi. Mais la base, en fait, dans l'idée, on y était, quoi. C'était le photographe prenait, je sais pas, 300, tu vois, 3000 photos par match. On l'aidait à trier sur ces 300 photos qui étaient bien. On avait
de l'IA qui taguait les joueurs et les logos de sponsors, et puis on envoyait ça sur une app mobile aux joueurs. Aujourd'hui, on doit avoir 15 000 athlètes qui sont sur cette app, ce qui est assez marrant, parce que c'est pas un produit qu'on développe vraiment beaucoup, mais qu'en fait, c'est tellement utile pour ces joueurs-là, parce qu'ils ont toujours besoin de leur contenu. Donc là, on va faire la distrib de photos à la Coupe du Monde, par exemple. Une plateforme pour les sponsors. Pareil, en fait, les sponsors, c'est souvent les mêmes d'un club à l'autre. Donc, en fait, le produit le MVP, il était vraiment sur la photo, et puis on a généralisé ça à tout ce qui était vidéo broadcast. Je dirais que le truc qui a le plus changé aujourd'hui, c'est que maintenant, on est vraiment aussi une plateforme qui t'aide à faire de la prod. Notamment parce que l'IA a vachement évolué dans ces 5 ans-là. Et avant, on va dire, il y a 5 ans, c'était bien pour faire de la détection faciale ou la détection des logos. Aujourd'hui, maintenant, tu peux commencer à vraiment faire des highlights automatiques, faire d'édition, etc. Et une fois que tu es le system of records, bah, du coup, tu peux construire tous les workflows que tu veux au-dessus, quoi. Et parce que là, ça paraît simple, on va rentrer dans le vif du sujet, mais toi, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que Ouais, tu vas effectivement enfin reconnaître un joueur, mais il faut que tu aies le contexte. Donc, c'est où, c'est quand, c'est dans ouais, quelle compétition, quel stade de la compétition. Si l'athlète est de face ou de dos, c'est pas la même chose. C'est quoi ouais. son maillot? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Est-ce qu'il faut les flouter? Quel angle? Euh, si tu le files à un sponsor, est-ce que lui-même il peut l'utiliser? Si oui, est-ce qu'il peut l'utiliser partout? Est-ce qu'il peut Ouais. l'utiliser que en Italie? Enfin, c'est tout ouais, c'est un joyeux bordel quand même, si tu me permets l'expression. Ouais, bah en fait, tu as bien résumé le sujet. Déjà, il y a un premier élément qui est... Euh, tu as énormément de data en fait, par définition, le sport va générer énormément de data points parce que, bah, typiquement, tu vois, tu peux utiliser tout ce qui se fait autour des paris sportifs, en fait, qui demande de calculer des cotes. Et ben, nous, on va prendre cette data pour être capable, tu vois, sur un moment particulier, de venir ajouter pas mal d'informations de métadata autour d'un fichier. Donc, tout ce que tu dis, quel type de contenu c'est, même tu vois, quand on va faire des highlights, est-ce que si c'est un tir de 30 mètres qui fait un but, bah, tu peux se faire un système d'étoiles pour qu'il soit plus facilement retrouvable. Ensuite, en fonction des types de caméras, tu peux donner si c'est plutôt des angles de vue différents, si c'est flou. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses que tu peux créer au-dessus de ça. Et c'est ça un peu le mot aussi, c'est que c'est très spécifique à ce monde du live. Encore une fois, ça, c'est pas forcément que le sport, mais c'est le monde du live. Et du coup, nous, on va utiliser la data, l'IA de manière générale, qui progresse pas mal aussi pour indexer du contenu, notamment sur les archives où tu vois, t'as moins de justement data points. Et ensuite, le transcript audio, parce que c'est souvent commenté. T'as pas mal d'informations que tu peux venir chercher sur la voix. Donc ça te permet d'indexer. Et après, bah, tu as tout ce que tu disais sur les droits. En fait, tu vois, typiquement sur un tournoi du Grand Chelem, on va avoir récupéré jusqu'à 100 caméras, des photos, des vidéos en verticale, social media. Enfin, tu vois, on récupère un peu tout ça. Et ça, il faut s'assurer que tu donnes le bon type de contenu aux bonnes personnes. Et souvent, bah, il y a des gros enjeux de licensing. Donc, même on aide ces ayants droit à savoir comment, tu vois, comment pricer un peu ce contenu. Donc, parfois, tu vois, ça peut être pour une marque. Distribuer tous les contenus verticaux des joueurs sponsorisés par cette marque. Pour un broadcaster, donner en accès à tous les caméras du stade, pas seulement le flux produit final. Enfin, tu vois, il y a plein de petits sujets comme ça qui, du coup, créent de la monétisation Avec deux et qui sont contraintes intéressants. supplémentaires que tu connais, enfin ouais, que tu maîtrises par cœur, je présume, mais qui me semblent évidentes en t'écoutant, c'est que il faut que t'as pas le droit à l'erreur ou vraiment que tu tendes vers le 100% de succès, on va dire. Sinon, Ouais, évidemment, ta relation avec tes clients et les enjeux derrière sont colossaux, donc et voilà, est un peu en risque. Et deux, comme tu l'as dit si bien, c'est du real time, donc toi, il faut que tu livres dans les secondes, les minutes qui suivent. Pas le lendemain matin, façon Libération ou les Échos, voilà quoi. exact. En fait, c'est ce qui a été le plus intéressant. En fait, au départ, on partait de la photo et peu d'enjeux parce que ça finissait en gros soit sur un post Insta, oui, bah, soit tu vois même dans les médias ou sur une presse, mais voilà. Et en fait, plus on est remonté vers la vidéo, plus les enjeux deviennent forts parce que
C'est ce qui était utilisé pour monter en quasi direct, etc. Et quand tu commences à aller dans le broadcast, c'est là où tu arrives sur des workflows. Et c'est là où l'opportunité en fait est la plus grosse. Parce que comme ils prennent très peu de risques, à raison, puisque t'as pas le droit à l'erreur, et qu'il y a une obsession, c'est jamais d'écran noir, etc. dans ce monde-là, euh, bah c'est là où aujourd'hui le broadcast, ça fonctionne avec du hardware, donc des serveurs, des bus de production et des gens. Et typiquement sur une grosse prod d'un match de Coupe du Monde, d'un Super Bowl, d'une finale de Grand Chelem, tu dois avoir entre 50 et 100 personnes qui clippent à la main tous les moments. Ils ont 4 caméras par personne. Donc vu qu'il y a 30 caméras, bah, c'est 8 personnes pour les ralentis, la personne qui fait le son, la personne qui fait l'image, le réal qui est accompagné de plein de personnes. Et en fait, tout ça, c'est un domaine pour l'instant, on n'est vraiment pas encore sur le live. On est vraiment sur la partie near live, donc tout ce qui va partir sur l'app mobile le plus rapidement possible, sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible pour donner envie aux gens d'aller voir le live. Puis le but, bah, un jour, ce sera d'être aussi sur cette partie un peu plus live, mais comme tu dis, ça demande d'être une reliability à 100%, quoi. Et Et là, de c'est la chasse trouver gardée de quel type de boîte, de futurs concurrents, c'est qui là? C'est des énormes machines? c'est très. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très fragmenté Ok. en fonction des types de workflow. Et c'est un monde qui est vraiment détenu par des private equity qui rachètent des boîtes entre elles, quoi, historiquement. Peut-être très local Avec. aussi, soit en fonction des sports, soit en fonction des régions. Aux US, c'est pas les mêmes qu'en Euh, Asie ou qu'en Europe. Pas tant que Non? ça, paradoxalement, Ok. parce que c'est quand même les mêmes enjeux et comme c'est très hardware, tu vois, en fait, au final, ils font bouger. En fait, ils envoient ça d'un endroit à l'autre. Et puis, tu vois, le sport, c'est par définition aussi, ça, c'est une autre particularité de notre industrie, c'est que c'est hyper mondial, quoi. Donc, quand tu travailles avec je sais pas, la Formule 1 où on travaille avec MotoGP, tu vois, bah ils ont une course au Moyen-Orient et la semaine d'après aux États-Unis, quoi. Donc ils ont besoin de retrouver les mêmes outils, les mêmes boîtes. Donc et ça c'est une des spécificités de notre business, c'est que tu as besoin d'être un leader mondial pour avoir du sens et être relevant dans l'industrie, quoi. Bon, en 2023, tu atteins une petite centaine de clients. Là, vous êtes Mm. au moins trois fois ça aujourd'hui. Et on voit la tête des clients, hein. T'as cité TFC pour démarrer en 2021. Après, ça va être l'AS Monaco, la Ligue, tu l'as dit. Puis le football européen. Aujourd'hui, c'est NHL, NBA, etc. Euh, donc, c'est largement au-delà du foot, on l'a compris, hein. Tu es allé chercher plein de verticales différentes. Ouais, bah naturellement en fait nous on n'a pas à part comme tu dis adapter un peu les modèles, mais c'est presque du prompt engineering de juste bon bah, voilà on adapte comment on tag d'un sport à l'autre, mais il n'y a pas une énorme, c'est pas comme le sportif, tu vois, les boîtes qui font vraiment des choses dans la performance par exemple. C'est très très compliqué de partir d'un sport à l'autre. Nous c'est un peu les mêmes enjeux. Donc tu vois très vite on a bossé avec je sais pas moi cette boîte qui faisait des compètes de freeride en ski dans les montagnes avec des drones, des trucs. Bah en fait, ça tu retrouves les mêmes enjeux dans le cyclisme, tu retrouves les mêmes. Donc en fait, c'est plus quel type de prod tu fais en fonction du terrain, tu vois, du type d'événement. On bosse avec les 24 heures du Mans. Bah là, tu as un enjeu de filmer sur 24 heures, le type de. Mais en fait, c'est les mêmes enjeux que l'UTMB ils vont avoir donc c'est plus Ah ouais. qu'est-ce que tu vas, quel est ta le type de production plus que le type de sport. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi des liens avec d'autres types d'événements live, quoi. Donc parfois on peut faire un peu de politique, d'événements, des gros salons, des trucs comme ça mais pareil, c'est tout ce qui est, il faut qu'on ait beaucoup de contenu produit en live avec des talents, on prend un anglicisme, des sponsors, des rights et des droits sur ce contenu, quoi. Je disais donc tout à l'heure en intro, tu as fait oui, un joli tour de table enfin, début 2015, donc avec 2025 avec donc pas mal d'investisseurs de renom, 20VC. Je citais donc Alexis Ohanian de Reddit, mais aussi des Cyril Gann qu'on connaît bien en France, Kevin Durant
aux États-Unis dans le basket. C'était important pour toi, ouais, d'embarquer à la fois des super investisseurs, mais aussi des top athlètes. Alors, avec plaisir pour savoir d'ailleurs sur quoi. Est-ce que c'est que pour le nom, le renom, la fame, ou Ouais. au-delà, ça t'ouvre des portes, quoi. Ouais, bah, exact. En fait, c'est le deuxième point. C'est nous, on a quand même un état d'esprit assez bootstrap de la première boîte. Donc, à la base, quand on a monté cette boîte, on était en mode on va repartir sur la même stratégie. Puis le modèle SaaS là-dessus, c'est quand même un modèle qui est hyper vertueux, quoi, où tu peux grossir avec du revenu. Et en fait, ce qu'on a compris assez vite, c'est qu'une levée de fonds, ça permet, en fait, si tu veux, vu que le but, c'est de créer l'infrastructure du sport et du live, le meilleur moyen de grossir, bah, c'est d'avoir ces gens-là, les gens qui font cette industrie sur ta cap table. Euh, et donc, et ça, c'était la personne qui m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus, c'était Nicolas Julia de Sorar, qui avait fait cette tactique-là pour Sorar à l'époque et qui avait été un de nos premiers invests. Et donc depuis, on doit avoir, tu vois, on doit avoir 80 invests, quelque chose comme ça. Euh, et une bonne moitié sont directement liés à notre industrie. Donc soit ça va être des athlètes, tu vois, on va avoir, bah, t'en as cité quelques-uns. En France, des gens comme Raphaël Varane, Cyril Gann, aux États-Unis, Giannis, Kevin Durant, Alex Morgan, des gens comme ça. Parfois, il y a des gens, quand on en discute, ça nous permet d'ouvrir des sports. Donc, Nico Rosberg pour la Formule 1, le capitaine de Pat Cummins, le capitaine de l'Australie en cricket. Et c'est Et symbolique, il met des tickets de combien? C'est quoi? C'est quelques dizaines de milliers de dollars, 100 000 c'est dollars? ça C'est qui est comment? intéressant, c'est que ça dépend. Ça C'est peut à la aller de carte. 20 000 à l'athlète qui a le plus investi, c'est 200 000, je pense. Ok. Et Après, eux, ils Kevin suivent Durant, par exemple, il derrière, a ils un fonds, suivent un quoi. peu l'investissement, ça les intéresse, parce que bon, pour eux, c'est des Oh, cacahuètes, quoi. ouais, bah c'est ça qui est C'est marrant, une c'est qu'en demi-journée, fait, quoi. il y a ce côté. Déjà, c'est pas la même chose d'un à l'autre. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus structurés avec Ok. un family office, etc. Donc, tu vois pas. Kevin Durant, il doit avoir 200 lignes de venture. Donc, moi, j'ai jamais rencontré. C'est pas quelqu'un qui est actif. Par contre, son équipe m'aide, quoi. Ok. Et il y en a qui sont super impliqués. Un Mario Götze en foot, ultra impliqué, très au fait de la tech, etc. Un Nico Rosberg super impliqué. Pat Cummins, bah, l'Australien dont je te parlais, c'est lui qui m'a ouvert l'Australian Open et plein de compètes en Australie. Donc ça dépend. Eli Manning, c'est un ancien champion de Super Bowl, donc foot américain aux US, méga star, bah, pour le coup impliqué. Enfin, donc ça dépend vraiment de leur appétence au sujet. Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a aucune obligation, quoi. C'est quand on se rend compte, je leur explique un peu ce qu'on fait, puis je leur dis voilà, parfois je vous enverrai peut-être un petit mail, et puis en fonction de si je sens que ça les intéresse, on creuse un peu plus, quoi. Mais ça dépend vraiment. Donc il y a toute la partie athlète, et après parfois on a même des clients. Donc on a la FIBA, la Fédération internationale de basket, on a Tennis Australia sur l'Australian Open. Et là, eux, c'est plus des stratégiques, quoi, dans ce cas-là. Et des fonds classiques ou thématiques, je pense à Atlético, tiens, Arthur qui nous met en relation, donc on le salue. Euh, Bah, c'est un très bon exemple. Là, en fait, les fonds, pareil, j'ai cherché des fonds qui investissent dans puisque nous, le but, c'est quand même de monter une top boîte tech, quoi. On n'est pas une sports tech, on veut vraiment être tier one en tech, donc aller chercher des fonds qui sont les meilleurs dans leur domaine, mais qui comprennent ce qu'on fait. Donc, bah, Atlético bien sûr, c'est un bon exemple, qui a bah, un fonds qui a plein d'athlètes LPs. Et le fonds qui a la plus grosse participation chez nous, c'est 776, bah, qui est le fonds d'Alexis Ohanian. Et là, c'est le cas un peu parfait, quoi, où c'est un fonds d'1 milliard en seed aux US, ultra reconnu, et en même temps, Alexis, c'est bah, le fondateur de Reddit, le mari de Serena Williams. Il a un réseau incroyable dans le sport et c'est l'investisseur qui m'a le plus aidé, quoi. Là, on est en train la dernière fois, j'étais avec le président des Lakers et lui, c'est lui qui m'aidait à closer le deal, quoi. Et en fait, c'est ce genre d'investisseurs que nous on cherche, T'es en plutôt visio ou tu te que déplaces à Los Angeles pour signer? Il faut traverser les US pour signer un tel contrat. en général, ça dépend. Bah maintenant, on a une équipe de commerciaux qui est quand même qui se déploie bien, donc eux se déplacent. Moi, je me déplace un chouille moins, mais encore beaucoup sur des événements. En fait, le sport,
une industrie où tu te déplaces sur les événements en fait. Tu vois, là j'étais à Roland, Ok. on Et a, en on marge a- des events, t'arrives à faire des rendez-vous business, quoi. ouais exactement. C'est comme Oui, ça que et ça tous ces gens-là se. que tu cites, c'est capital parce qu'effectivement, il faut qu'ils t'ouvrent des portes et que je présume que vendre à une compète, une ligue, un club européen, c'est pas la même qu'à une franchise américaine. Ils parlent pas forcément la même langue. Enfin, je parle pas d'anglais ou de français, là. C'est pas les mêmes codes, Ouais. quoi. Euh, Bah honnêtement. Ah, t'es pas d'accord, ok? C'est une langue universelle. Franchement, oui. C'est les mêmes problématiques de relationnel, tu vois, c'est des marchés, enfin des industries assez fermées et il y a peu de porosité entre, tu vois, le sport US et le sport européen. Après, dans la manière de d'acheter du logiciel, puisque tu vois, à la fin, c'est ce qu'on fait, c'est un peu similaire, des budgets qui sont pas. Il y a plus de clubs qui peuvent. En gros, faut se dire que la NBA, chaque club de NBA, c'est à peu près le budget d'un gros club de Ligue des Champions en Europe. Donc il y a plus de volume, quoi. Mais je vois pas beaucoup de différence entre signer un club de première ligue et un club de NBA ou de NFL, quoi. C'est un peu la même chose. Sur les ligues américaines sont plus grosses et encore plus politiques, je trouve, que les ligues européennes. Et après, la partie broadcast, franchement, assez similaire aussi. Donc, j'y vois pas une si grosse différence, si ce n'est T'entends que quoi par politique? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire là, pour les séduire? il faut, euh, il faut avoir déjà beaucoup de réseaux. En fait, quand tu regardes les gens dans ces industries-là, ils passent 20, 30 ans, tu vois, ils montent les échelons. C'est des grosses boîtes Il faut être qui coopté et avec avoir un track record, quoi. C'est les deux. exactement. Et en fait, nous, ce qui est pas Ok. facile, c'est que on vient quand même un peu mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, dans le sens où tu vois, c'est une industrie qui est super fragmentée, assez inefficiente, et du coup, tu dois trouver le bon compromis entre tu vas être le disrupteur, quoi, et en même temps respecter ce qui se fait depuis longtemps, parce qu'il y a plein de choses qui sont bien aussi, hein. Et donc ça, c'est un enjeu. Et après, tous les enjeux de l'IA, là, sont vachement intéressants, parce que personne ne sait trop se positionner là-dessus. Et on est quand Mhm. même sur une industrie d'IP, et du coup, l'IA vient quand même remettre en cause vachement de choses dans l'IP, quoi. Alors, le sport est vachement plus protégé que la musique ou Hollywood, qui là se fait quand même bien défoncer globalement. Et la vision des gens dans le sport, c'est de dire on est AI-proof, on est voilà justement, et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a autant d'investisseurs et de gros fonds qui ont investi dans des IP de sport récemment. Mais là, on arrive un peu au moment où, tu vois, ils sont montés sur des valos presque de boîte tech. Euh, mais il faut quand même prouver que leur modèle il est scalable quoi. Qu'il ait de la valeur et qu'il y ait de la rareté, c'est indéniable. Mais maintenant, il y a aussi un énorme travail à faire business pour comprendre comment cette rareté et cette valeur, tu la rends plus scalable. Ce qui aujourd'hui est pas le cas, parce que comme je t'ai dit, c'est des hommes et, et du hardware quoi. Et c'est Pour tout continuer l'enjeu la qu'on essaye de comparaison, résoudre quoi. toi qui es basé à New York depuis 2 3 ans, tu te sens plutôt Mm, entrepreneur français aux US, entrepreneur quasi américain maintenant, mais avec évidemment un pied mm. notamment en Europe grâce à ton associé Xavier, puis Lisbonne puis Paris maintenant, ou carrément global, tu t'en fous, tu cherches pas un pavillon, c'est plus le sujet. Plutôt le troisième élément, enfin le troisième point, plutôt global, dans le sens où, tu vois, typiquement, bah, on l'avait pas anticipé, mais là, Australie, cette année, c'est un marché qui se développe super bien. Là, on va signer un premier deal au Japon, et donc en fait, tu vois, on a construit un petit bureau à Melbourne, et ça se développe vachement bien. Et encore une fois, en fait, on est sur une industrie qui, par définition, est ultra mondialisée. Euh, et donc, par exemple, pour les Américains, ça les intéresse vachement qu'on soit aussi fort en Europe, parce que, bah, tu vois, typiquement, il y a NBA Europe qui arrive là. Et même pour les clubs de NFL, en fait, c'est le plus gros, la plus grosse ligue du monde, de loin, en termes de revenus, la NFL. Mais ils sont complètement capés aux US là, parce que c'est déjà délirant le revenu que ces franchises et cette ligue font. Donc les relais de croissance, ils sont à l'étranger.
Et c'est vachement intéressant, du coup, tu vois, d'apporter je pense que c'est un des sujets pour lequel c'est plutôt pas mal d'être mondial, quoi. Après, moi, je me suis jamais trop considéré comme un entrepreneur français parce que, bah, tu vois, on a commencé, enfin, si, enfin, entrepreneur français pour sûr, mais pas de l'écosystème de Paris, tu vois, parce que c'est pas là où on a commencé. Il y a eu beaucoup quand on a commencé les VC français, ils comprenaient pas du tout ce qu'on faisait. Donc, en fait, mais ce qui a été une énorme chance, parce que du coup, c'est comme ça qu'on a développé notre stratégie plutôt business angel au départ, etc. Tu leur en veux un peu ou Euh, pas du tout? Tu leur dis merci de pas avoir compris, du coup maintenant je suis une boîte Franchement, globale merci. et je suis pas dans la French Tech, quoi. Non, franchement, déjà, je leur en veux pas parce que ça me paraît cohérent. Enfin, tu vois, quand tu regardes, en fait, ils faisaient des calculs assez simples. Tu vois, bon, ils disaient, taille de Mm. marché, compliqué. Et puis, le move aux US, on sait qu'il est hyper compliqué. Donc, Bah, ils ils ont quand même l'achetaient pas passé à côté forcément. d'une bonne opportunité, c'est toujours dommage, quoi. Ouais, bah là où encore une fois, moi j'en veux pas parce que je pense que ça nous a aidé plus qu'autre chose, mais Mhm. je pense que moi peut-être que mon intuition, c'est que on la French Tech, parfois, on a tendance à un peu se monter, tu vois, la tête quand on est très bon en France, alors que, en fait, c'est encore bah, c'est le début des problèmes, quoi. Parce que aller ouvrir les US, par exemple, c'est hyper compliqué. Je suis content de l'avoir fait avec un seed aux US, en étant encore vachement lean, en étant encore vachement dans un état d'esprit, tu vois. Et pour le coup, aux US, il est encore tôt dans l'histoire, quoi. Alors que je pense que quand t'as déjà structurer vachement ton équipe, beaucoup lever en France, bah typiquement se remettre dans cette démarche de je vais me mettre en danger sur un territoire qui est le plus dur du monde, bah c'est plus difficile, je pense. Ouais, deux trucs parce qu'il se répartit comment ton chiffre d'affaires entre les régions et d'une, et de deux, Ouais. pour être sûr d'avoir bien compris, quand tu dis ouais, nous on est un peu esprit bootstrap, il y en a qui pourraient sourire en disant bah il est sympa Victorien, mais il est esprit bootstrap, mais il a quand même levé 20 millions de dollars auprès des fonds et des entrepreneurs, enfin des athlètes, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es rentable et qu'en fait tu prends cet argent pour te développer, mais tu pourrais faire sans. Enfin voilà, est-ce que tu peux Ouais. éclaircir un peu ce point? Bah deux choses là. Donc sur ta première question, euh... attends, c'est quoi ta première question, pardon? Sur pardon, la Parce que répartition géographique de ton ouais, CA, ouais, de ok. ton revenu. On est autour d'un tiers aux US, un tiers en Europe et un tiers reste du monde, quoi. Ah ouais, c'est Peut-être propre. un peu, Ok. ouais, à peu près. Je pense que les US, assez vite, ça deviendra 50%, parce que je pense que c'est à peu près ça, là. Les US, c'est 50% du marché du live, quoi, et de l'entertainment. Euh, Ensuite, sur ta deuxième question, en fait, on a fait plein de phases, quoi. Moi, j'essaie toujours d'être pas trop loin de la rentabilité. Parfois, mais en revanche, quand il y a des opportunités qui sont grosses, genre, accélérer aux US, accélérer sur de la partie broadcast, etc. On investit un peu plus, donc c'est pour ça que on fait ces levées-là, mais on n'est jamais à 3 mois tu vois, de runaway, quoi. Donc on le fait, je pense, de manière assez. Et puis typiquement cette série A, elle aurait pu être beaucoup plus grosse. On est aussi vachement attentif à qui on fait rentrer et puis à la dilution. Donc on a aussi gardé pas mal de contrôle de la boîte, ce qui et aussi une manière pour moi, être vachement en contrôle de ce qu'on fait et surtout sur du temps long, sur des enjeux comme ça où tu vois, c'est pas un business qui est forcément toujours linéaire, bah, je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, nous, ça nous donne vachement de liberté, quoi. C'est quoi les métriques que tu peux nous partager en termes je sais pas, croissance, ARR, nombre de people dans ta boîte, ce que tu veux? Ouais, on est une soixantaine, un petit peu plus, répartis en gros. Deux tiers en Europe, un tiers US, en gros. Enfin, on a un petit peu aussi, bah, je te dis Melbourne, on a trois Hmm. personnes, mais bon, c'est résiduel. Euh, En termes de revenus, on fait du x2 d'ARR chaque année, quoi, à peu près. Ok. Euh, et voilà. T'es déjà à plus de 10 millions d'ARR ou pas? Ouais, ouais. Ouais, ok. Et tu prices comment? C'est par ton nombre d'utilisateurs, parce que t'as quelques centaines de clients, mais Ouais, peut-être bah que ça c'est derrière ça. pour moi c'est un sujet qui est ultra intéressant
pour l'avenir. Du coup, nous, on a un modèle super classique SaaS aujourd'hui, Mhm. feature-based. Depuis le début, on était en mode, on veut pas nombre d'utilisateurs. Bah, en fait, au contraire, parce que le but, c'est, tu vois, de sortir de cette. Nous, on veut pas être juste une infra d'un client, on veut être l'infra de l'industrie. Donc, en fait, plus il y a d'utilisateurs, et mieux c'est, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est feature-based. Donc, on a un peu trois produits, quoi. C'est gérer tes archives, faire de la prod et distribuer du contenu. C'est ça, les trois produits, globalement. Euh, et au sein de ces produits, il y a des enjeux un peu plus digitaux et des enjeux un peu plus broadcast. Et tout ce qui est broadcast coûte plus cher. Euh, Mon intuition, c'est qu'on va aller de plus en plus vers un modèle d'infra où, tu vois, les gens construiront ces features-là aussi vachement de leur côté. On voit de plus en plus des gens qui prennent notre API, en fait, qui construisent des choses soit leur canaux de distribution sur leur site, qui font eux-mêmes leur highlights, enfin, qui font plein de trucs à partir de notre API. Et moi, mon rêve, c'est d'être un pur business d'infra avec usage based, donc ce que tu mets sur l'infra et comment tu l'utilises avec du compute et puis voilà, je pense que ça va aller vachement là-dedans quoi. Et je pense que si on réussit bien cette transition, c'est ça qui fera qu'on va créer un énorme business quoi. Et ta plus grosse menace, tu dirais que c'est quoi justement? C'est l'IA ou non? Pas forcément. Bah, l'IA pour nous c'est la plus grosse opportunité parce que ça vient toutes ces nous, notre concurrence, elle est hyper fragmentée. Donc, tu as des gens qui vont faire tous ces outils de media management, des gens qui vont faire tous ces outils de clipping, de prod, des gens qui vont faire tous ces outils de distribution. Et là, ça s'est vachement remis en cause parce que les gens comprennent que ce qui a de la valeur, c'est l'organisation de ta donnée. Et nous, c'est ce qu'on a, c'est vertueux à faire pendant longtemps, même quand des gens nous challengeaient en disant mais qu'est-ce que vous faites quoi? Et Que c'est c'était du pas coup chaque c'était brique dur. prise isolément, que tout le monde peut plus ou moins répliquer, refaire à sa sauce, Et- quoi. Exactement. Et donc même si Ouais. aujourd'hui c'est encore vachement comment on vend, tu vois, quand on va Ouais. vendre alors pour les clubs on vend tout d'un coup, mais pour des plus gros clients on est un peu obligé de vendre au détail Oui, quoi. tu mets le pied dans la Euh, porte pour espérer derrière Exactement. les équiper, Et du quoi. coup, bah, tu vois, on va aller vers des modèles plus FDI, enfin construire une vraie boîte d'infra, quoi. Ce qui, moi, était moi, ce qui m'intéresse le plus parce que c'est là où tu commences à avoir dans une industrie où les droits sont si importants, où le licensing est si important, en fait, être le système of records que tout le monde partage, quoi. Ça a un intérêt énorme, quoi. Donc, c'est vers là où on va. Maintenant, il faut accompagner ce changement, tu vois, en étant ni trop en avance de phase, ni trop en retard. Donc, c'est ça tout l'enjeu de, je pense, beaucoup de boîtes SaaS, hein, globalement, mais beaucoup de boîtes SaaS enterprise. Et Parce t'es que en nous, on a train de des clients qui devenir font. leader sur ta catégorie, là, que t'as un peu créé, on est d'accord? Ouais, pour le coup, je Ouais. pense que là, on est vu tel quel, donc il faut surfer à fond là-dessus, quoi. Et si je me remène ouais, dans les chaussons, là, les bottes des VC français, c'est vrai, il y a 5 ans, bon, je me moque d'eux en disant merde, ils ont raté une belle opportunité, en plus fondée par les Frenchies, mais je sais pas si j'aurais été meilleur qu'eux parce que je me serais dit, bah déjà, ouais, bon courage pour aller chercher NBA et compagnie. Déjà, rien que tous les clubs français, c'était pas évident. Au début, bon, ok, TFC, mais TFC, pardon, mais voilà, ça faisait pas une boîte. Et puis surtout, ouais, je me dis au-delà même de ça, ça fait des besoins spécifiques. Enfin, j'aurais pas imaginé ouais, une proposition globale en me disant, en fait, Victoria et Xavier, ils vont faire une sorte d'agence qui va développer du sur-mesure pour chaque club, mais pour faire un truc qui pèse des millions, ils vont devoir être 2 ou 300, donc ça va pas le faire, quoi. Bah c'est ça. Après, il y a des signaux sur le marché qui sont intéressants. Tu vois, il y a des boîtes. On a une boîte israélienne qui fait juste la partie clipping dans notre industrie. Elle doit faire 101 millions d'ARR. Donc, tu as des signaux quand même de se dire, Mmh. OK, il y a des boîtes assez grosses. Toute cette partie broadcast, bah, tu as une boîte qui fait toute la partie clipping, pareil, pour le live, doit faire 300 millions de revenus, qui est public. Donc, tu dis, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, on a eu beaucoup de chance sur la time to market. On a eu beaucoup de chance aussi sur cette stratégie de faire rentrer des. En fait, pour le coup, la vérité, c'est qu'un fonds nous aurait pas permis de rencontrer les bonnes personnes aux US, de créer ce réseau-là, etc. Parce que c'est pas forcément tu vois, ce que eux apportent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi que, au final, je pense que c'était mieux. Enfin, voilà, notre parcours, il devait se faire comme ça aussi, quoi. Et ta vision ouais, à long terme, sport, IA, médias, c'est un des rares trucs qui va pas être remplacé du jour au lendemain parce qu'il y a des émotions incroyables, parce que c'est du live et que tu vas pas générer la finale de Roland Garros ou de la Ligue des Champions comme ça pour l'instant c'est pas possible quoi. En, en fait, ça, je pense que c'est maintenant assez unanimement reconnu, et tu le vois dans les valorisations de ces boîtes-là, quoi.
Maintenant, la question, c'est comment tu fais quand même en sorte que la production de ces événements soit encore une fois te permet d'être plus scalable dans ce que tu fais. C'est-à-dire que aujourd'hui tu vois, c'est un match de 2 heures, et c'est le même pour tout le monde. Comment tu arrives à créer plein d'expériences adaptées à différentes géographies, à différentes générations, à différents types d'usages, etc. Et ça, c'est vachement intéressant, mais ça va demander de la tech, et c'est ce que nous on veut, tu vois, on veut offrir. Et ça va aussi demander d'utiliser l'IA. Et en fait, si tu réfléchis, évidemment que tu vas pas, encore une fois, le match, il faut qu'il soit. En fait, il faut que la partie humaine reste, c'est-à-dire que les acteurs humains soient encore là. Par contre, toute la production autour peut être vachement automatisée. Donc aujourd'hui, tu as peut-être 30 caméras ou 40 caméras autour d'un match. Demain, tu peux créer des angles de vue en interpolant certaines, tu vois, certaines caméras. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Créer des ralentis automatiques, il y a plein de choses que tu peux faire avec de Ah, le l'IA champ des sans possibles est remplacer incroyable. le. Ouais, on Ouais, aimerait bien être dans 5 ou 10 ans pour voir tout ce que vous allez nous offrir. exactement. Et ça Bon, demande, super. encore une fois, d'avoir la data qui est organisée. Et c'est pour ça que, en fait, au final, on règle le problème qu'on avait vu il y a 5 ans qui était, bah, moi, j'ai peut-être ce truc d'organisation du contenu, mais le contenu n'est pas organisé, bah, c'est ça qu'on règle. Il y a 5 ans, c'était un problème de rapidité pour envoyer de photos à des joueurs, mais aujourd'hui, en fait, ça devient un problème plus structurant de comment on va produire un événement live dans 5 ans, quoi. Et ça va demander beaucoup de travail un peu sale d'infrastructure, quoi. Bon, super épisode, Victorien. Merci mille fois. On clôture avec mes 3-4 questions rituelles de fin, si tu le veux bien. Ton meilleur souvenir, tiens, chez Scoreplay depuis 2021. Euh, Bah, allez, le premier, euh, la première fois qu'on est allé sur un match, c'était avec la Real Sociedad. Le photographe qui nous invite à voir comment il travaille pendant un match. Moi, c'était la première fois que je vais bord terrain avec lui. C'était contre le Real Madrid. Et puis d'ailleurs, quand tu vas dans les vestiaires, que tu suis un peu son métier. Et encore une fois, moi, je connaissais. Je suis peut-être un des rares. Enfin, tu vois, c'est pas du tout une industrie que je connaissais, donc on a dû découvrir tout ça un peu en direct. Et en tant que fan pour le coup de sport, c'est quand même ouf d'expérimenter D'aller dans les ça et de voir coulisses, que bien tu sûr. règles un Ouais. problème Mm. pour un des sujets tu vois, qui t'a toujours passionné depuis que t'es petit. Donc ça, c'était assez fort. Et puis après, bah, dès que tu découvres des nouveaux sports, la Formule 1, etc. Enfin, tu vois un peu tous ces moments-là, quoi. Et ça, c'est une chance quand même assez forte de bosser dans une industrie que t'aimes bien. Ta plus grosse erreur à date, ça serait laquelle? Même si elle n'est pas énorme, hein, mais selon toi. Euh, ouais, ouais, ah bon, ouais, pour le coup, on en a fait pas mal. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps justement parce qu'on était, tu vois, on avait quand même on a toujours eu envie de faire une grosse boîte et que construire une boîte d'infra comme la nôtre, ça prend du temps. Parfois, on a été impatient et du coup, on a adapté, tu vois, un peu la vision pour montrer une opportunité plus court terme. Mm. Donc, je sais pas, au début, ça pouvait être des sujets en mode, ah bah, on a tout le contenu, on va faire des NFT, ou alors, on va faire une boîte consumer parce qu'en fait, on va récupérer les contenus des gens dans le stade. En fait, ça a pas vraiment de valeur. En fait, tu vois, c'est adapter la vision pour bah, plaire à des investisseurs qui nous disent que notre marché est trop petit ou parce que nous, on commence à se frustrer, quoi. Alors que, en vrai, bah, enfin, le long, ouais, le end goal, il est énorme, mais il faut juste être patient, quoi. Comment tu fais pour t'améliorer, toi, comme CEO au quotidien? Bah, pour le coup, moi, je suis plutôt dans le type de CEO qui est, tu vois, assez, enfin, quand j'ai commencé, assez genre syndrome de l'imposteur, beaucoup de remises en cause, donc c'était pas trop compliqué de me remettre en cause. Euh, et ça a Et été 4 ans vraiment, après, 4 ans après. bah, ça a été vraiment, si je réfléchis, ça a été vraiment les investissements. Enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs sur la Captable qui m'ont aidé énormément. Mm. Euh, et maintenant, c'est ouais, d'autres discussions avec d'autres entrepreneurs, des discussions, tu vois, avec un Alexis Ohanian, c'est toujours hyper, qui est à la fois notre plus gros invest et en même temps un ancien entrepreneur. Ou bosser avec un coach, je trouve que c'est ultra, ultra utile aussi. Je fais depuis pas longtemps et Intéressant. je vois aussi beaucoup, beaucoup de parce que t'as toujours la limite de. Il y a un moment où il faut aussi faire ça avec des gens dont c'est le métier, quoi. Tu m'étonnes. Quelqu'un que tu me Ouais. recommandes, allez, pour terminer, ultime question. Euh, Bah, je t'ai cité,
parler des gens qui m'ont aidé, je t'ai cité Nicolas Julia plus tôt. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été un vrai mentor au début, tu vois, quand justement, personne comprenait trop ce qu'on faisait. Et lui, il voyait qu'on était sur un sujet intéressant, savait que le problème, c'était beaucoup le relationnel, et m'a aidé justement sur ces aspects relationnels, que ce soit c'est lui qui m'a présenté Alexis à l'époque, c'est lui qui m'a présenté des clubs, des ligues, et qui m'a aussi, tu vois, lui, il a connu tous les moments, des gros succès, des moments plus difficiles. Là, il remonte, beaucoup de résilience. Je trouve que c'est un. Super idée parce qu'en plus il Ouais, est venu quand tu t'es créé en 21, avant même qu'il fasse sa méga levée de 500 millions avec plusieurs milliards de valo, il a touché le fond de la piscine depuis il y a 2 3 ans et apparemment effectivement ça va mieux donc on va le laisser remonter la pente et on l'invitera très prochainement, c'est une super idée, je note ton point. Merci mille fois Victorien, bah, longue vie à Scoreplay, j'adore et puis avec plaisir pour boire un café à New York ou à Paris, ce serait peut-être encore plus simple d'ailleurs. À carrément. bientôt, Bah, dis-moi quand tu seras là. Merci pour ciao l'invitation. ciao, Salut Seb. merci à toi.